Maintenant, on va passer à Atlantal Gaët, donc Monsieur Delacour. Parlez-nous un petit peu de votre projet. Comment vous êtes arrivé à ce projet très, très ambitieux? Je le rappelle, de plus de 10 millions d'euros, donc il ne faut pas avoir peur. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à ça, à ce projet aussi ambitieux? Alors ce projet, nous l'avons, d'abord je ne l'ai pas fait tout seul, nous l'avons fait ensemble avec ma cofondatrice, Leila Tirigine, qui est spécialiste des microalgues elle-même. Et je trempe dans les microalgues avec elle depuis déjà presque une quinzaine d'années, puisque nous sommes mariés femmes. Et on a essayé de construire un système qui puisse valoriser des microalgues, faire une entreprise qui soit dans l'économie primaire, c'est-à-dire qui fabrique un composant de base qui soit de très haute valeur à partir de microalgues. Et on a basé notre business model sur une production de très haute qualité d'Haematococcus pluvialis, desquels on va extraire un antioxydant extraordinaire qui s'appelle la staxanthine, qui est un colorant naturel. C'est le rose du flamant rose, par exemple, c'est le rose du saumon. Mais ce n'est pas simplement une couleur, c'est aussi un antioxydant extraordinaire. Dans la nature, il n'y a pas de choses inutiles. Et quand il y a un pigment, en général, ce pigment a une fonction extraordinaire. Et la staxanthine, c'est un antidégénératif. C'est aussi un produit qui permet de protéger contre Alzheimer, contre Parkinson, et qui même est en voie de devenir des médicaments, une base de médicaments pour soigner des maladies neurodégénératives, je vais y arriver, du type Alzheimer, Parkinson, le glaucome aussi, enfin tout un tas de maladies. Donc il est très intéressant de pouvoir maîtriser cet ingrédient de base qui est de très haute valeur puisque les prix de cession oscillent entre 4 000 et 10 000 $ du kilo. Donc on est sur des produits extrêmement chers et de haute valeur et qui ne sont absolument pas produits en France, ni en Europe de l'Ouest, sauf à Prague, dans une entreprise qui s'appelle Algamo. Mais sinon, il n'y a pas de producteur européen de cet ingrédient qui est extrêmement utile. Donc, vous êtes en train de participer à notre indépendance européenne, à la construction de notre indépendance européenne. Oui, sur un ingrédient absolument stratégique qui va permettre de trouver des solutions concernant l'évolution de ces maladies dégénératives et qui peut rentrer aussi dans la chaîne alimentaire, puisqu'on peut très bien faire des préparations culinaires à base avec de la... D'ailleurs, c'est déjà fait. On peut mettre de la staxanthine pour colorer en rose, par exemple, des plats préparés ou des desserts, ou que sais-je. D'accord. Parmi tout ce qu'a présenté Philbert là, sur les 5 planètes, là, et je sais que vous avez une expérience internationale très importante, Ouais. Et c'est peut-être aussi ça qui vous a conduit à avoir ce projet de réintroduction de cette technique en France. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce qui vous a été le plus utile? Enfin, comment vous avez utilisé? Est-ce que vous avez utilisé un DP, une des planètes dont a parlé Philbert? Alors, on a une passion commune avec mon épouse, c'est d'essayer de faire des produits naturels et respectueux de l'environnement et respectueux de l'homme aussi, parce que ça va avec. Et donc, on essaye de trouver des solutions naturelles à des problématiques, par exemple, de culture agricole ou des choses comme ça. Donc, on est très intéressé par le biocontrôle. Mais le biocontrôle, ce sera dans la seconde phase de l'entreprise. Le business model est déjà basé sur une production d'un ingrédient qui permettra ensuite de financer des recherches pour le biocontrôle. Donc c'est une vraie... les microalgues, c'est un monde énorme. On en découvre encore. Il n'y en a que quelques-unes qui aujourd'hui sont alimentaires ou comestibles. Mais il y a énormément de choses à découvrir, de métabolites d'intérêt à extraire pour pouvoir résoudre des problèmes, mais d'un point de vue, entre guillemets, naturel. Éviter les pesticides, éviter ces molécules chimiques dont on découvre en général quelques années après qu'elles sont extrêmement néfastes ou toxiques, et on les interdit d'ailleurs. L'exemple du glyphosate est pour ça remarquable.
C'est une passion, en fait. Quand vous en parlez, je vous entends, vous êtes un passionné de cette technologie. Mais quand même, pour monter un projet comme ça, il faut avoir un certain état d'esprit. Alors, non, vous pouvez peut-être nous donner des éléments là-dessus. Alors, j'ai tracé les grandes lignes de ce projet il y a 3 ans, avec une ligne directrice qui est la résilience. Alors aujourd'hui, on nous bassine toute la journée avec la résilience parce que, évidemment, il y a des événements dramatiques qui se produisent et qui nous amènent à prendre conscience de cette notion qui est fondamentale. Alors moi, je suis né du temps du général de Gaulle, donc il avait cette notion-là de l'indépendance nationale, de la résilience. Et j'ai basé ce projet sur une résilience en termes d'approvisionnement en eau en particulier. Et nous avons décidé de cultiver toutes nos microalgues à partir d'eau de mer. Et c'est pour ça que j'ai rencontré le maire de la Barre-de-Mont, ici présent, Pascal Denis, et je lui ai dit, j'ai besoin d'eau de mer pure pour pouvoir faire pousser mes microalgues. C'est de l'aquaculture, hein, c'est une économie de base, enfin c'est une économie primaire, c'est de l'aquaculture. Et donc j'ai besoin d'eau de mer pure pour pouvoir ensuite faire pousser mes microalgues. Et là où c'est un petit peu compliqué, c'est que les microalgues qu'on fait pousser, l'Haematococcus, c'est une microalgue d'eau douce. Donc j'ai demandé à la biologiste de m'aider à faire de l'innovation de manière à pouvoir faire pousser ces algues d'eau douce dans l'eau de mer. Ce qu'on arrivait à faire, donc on a aujourd'hui des souches qui poussent dans l'eau douce, dans l'eau de mer, pardon, et qui permettent de produire de l'astaxanthine dans l'eau de mer. Donc on s'est ainsi blindé contre les pénuries d'eau douce qu'on pourrait rencontrer dans les années et les décennies qui viennent, parce qu'avec le réchauffement climatique, bien évidemment, les pénuries d'eau douce vont être de plus en plus courantes. Et puis, ça nous permettra aussi d'exporter le modèle, parce que j'ai idée quand même qu'on pourrait produire dans des pays où il n'y a pas d'eau douce, où il y a beaucoup de soleil, puisque l'autre postulat, c'est l'autosuffisance, donc une résilience aussi. Bon, c'est d'actualité malheureusement, mais une résilience face à l'approvisionnement d'énergie. Et la problématique, on va produire dans des photobioréacteurs, dans des grands tubes à essai, qu'on va éclairer avec des LED, et ça consomme beaucoup d'énergie. Pour vous donner un exemple, à Prague, à Gamo, a une puissance installée d'environ 1 mégawatt. Donc ça veut dire que vous faites tourner une centrale électrique pour alimenter votre usine. Donc ça, c'était hors de question pour moi. Donc, comme je suis un spécialiste de l'énergie, c'est ma formation de base, j'ai dit, on va trouver des solutions pour économiser l'énergie, l'utiliser au mieux, adapter l'électronique qui va commander ces LED à la biologie, puisque la photosynthèse, c'est de l'électronique quand on y regarde bien. Donc, on va essayer d'adapter tout ça et de faire un système qui arrive à être autosuffisant avec une centrale nucléaire gratuite, qui est le soleil, et qui fonctionne très bien. Et capter cette énergie solaire, la stocker dans des batteries lithium fer phosphate qui sont aujourd'hui utilisées dans les Tesla, par exemple, les stocker dans des silos pour pouvoir faire une photosynthèse ou une culture H24. Donc il y a une très grosse approche énergétique, une autosuffisance qui est visée en énergie et une utilisation d'une ressource inépuisable qui est l'eau de mer. D'accord. Donc la résilience. Et pour monter un projet comme ça, il faut être très résilient, je pense aussi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Delacour.